Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons aborder toute l'actualité, une actualité politique, une actualité sociale, l'actualité aussi de l'université, puisque vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours. Et pour en parler, Florence Mercadet, qui est avocate au barreau de Versailles. Bonjour Bonsoir. Patrice. Stéphane Monson, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour Patrice. Droit public. Bonjour. Et enchanté. Vincent Couronne, bonjour, vous enseignez aussi à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes le fondateur du mouvement des surligneurs, voilà, qui remet dans le droit chemin ceux qui disent des bêtises. Et on parlera d'ailleurs de ce mouvement parce que vous lancez une opération de crowdfunding, comme on dit, c'est-à-dire d'appel à l'argent pour financer ce mouvement. Non, cette association qui fait du bien à la citoyenneté. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a beaucoup d'actualités. On va commencer par une actualité locale. Vous savez qu'il y a un changement de président à Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque Jean-Michel Fourgousse est le nouveau président, c'est le maire d'Elancourt. Il remplace Michel Laugier, qui a été élu au Sénat. C'est la conséquence de la loi sur le cumul des mandats. On ne peut pas maintenant cumuler deux mandats. Combien on ne peut pas cumuler? Deux mandats, hein? C'est un peu plus subtil que ça, mais subtil, on peut résumer les choses en disant qu'on ne peut pas cumuler un mandat d'exécutif local avec un mandat national, c'est-à-dire un mandat parlementaire. Voilà. C'est-à-dire sénateur et maire. Sénateur, maire, député, maire, tout ça, ça n'existe plus. Voilà. Ministre, c'est un mandat? C'est une fonction. C'est une fonction. Mais les ministres sont sommés de démissionner. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui était maire de Lyon, n'est plus maire de Lyon. Politiquement, voilà. Mais juridiquement, non. Oui, là, c'est pas une obligation dans la loi. Hein. C'est plus éthique. Voilà. Parce que Le Drian, lui, était resté président du conseil régional, alors que tous les autres étaient sommés de démissionner. Lui, il avait dit bah non, je ne démissionne pas. Si, il est toujours, mais à l'époque où il était ministre, et oui, il l'est toujours. Non, mais je veux dire, au moment sous Hollande, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû démissionner. Il est toujours président du... Ah ben, à ma connaissance, oui. Ouais. Donc mais ça, c'est pas la loi. La loi, ce sont les mandats électifs. Mais il est prévu qu'elle évolue sur ce terrain. Oui. C'était un très long combat depuis très longtemps. On dit voilà, il faudrait que les élus se consacrent à un seul mandat. Il y a beaucoup de contestations là-dessus, notamment, je crois, le président du Sénat, Gérard Larcher. Il y a d'ailleurs une discussion entre le président de la République et lui pour savoir si on va pouvoir modifier la Constitution avec un non-cumul des mandats dans le temps. Hein, là, on est dans l'espace, là, ça serait dans le temps. Et les sénateurs, notamment, ils sont assez opposés. Et puis, il y avait cet argument, quand même, pendant longtemps, que si on n'avait qu'une fonction nationale, on pouvait être coupé de la réalité quand on est maire. Bien sûr. Vous voulez qu'on fasse peut-être un duel là-dessus? Alors, vous êtes plutôt contre l'interdiction du cumul des mandats? Oui, moi, peut-être pas d'une dizaine de mandats, mais deux mandats. Excusez-moi, Patrice, que Jean-Charles soit plutôt, ça me choque. Jean-Charles est. Il est carrément. Voilà, si je dis plutôt, il faut que je fasse waouh. Mais... non, et Stéphane, vous êtes très opposé au cumul des mandats. Je suis très opposé à cette très très grande nocivité du cumul des mandats. Alors Jean-Charles, à vous la parole. Alors moi, je suis tout à fait pour le cumul parce que je ne vois pas une seule raison d'être contre, en fait, surtout. C'est-à-dire que... c'est un bon argument. Voilà, c'est déjà un argument définitif. Non, mais quand on est élu, si on fait bien son boulot, pourquoi s'interdire d'avoir un homme politique ou un élu digne de ce nom qui fait bien son boulot? Est-ce que dans une société, on vous met dehors au bout de 5 ans en disant « Ah ben non, c'est terminé, vous avez fait un boulot remarquable, c'est terminé, le cumul, non, vous avez déjà fait 2 fois 5 ans, ben non, c'est terminé. » Ce serait ridicule, aucune boîte ne fait ça. Alors pourquoi est-ce que là, si on a un bon député, un bon sénateur, un bon maire, pourquoi est-ce qu'on là, vous parlez du cumul dans le temps. Oui. Et alors ça, c'est le cumul dans le temps. Et ensuite, je suis tout à fait d'accord avec le président du Sénat quand il dit on va être totalement coupé du monde. Alors on reproche suffisamment aux sénateurs
d'être dans leur députés, enfin. et aux députés, mais d'être un peu dans leur monde, de ne pas du tout savoir ce qu'est la France, enfin ce qu'est véritablement le tissu social. Le seul moyen qu'ils avaient, c'est effectivement sénateur, maire, député, maire, c'était très bien. Enfin, il y avait un ancrage local, et on sait très bien ce que c'est que les responsabilités vraiment d'un maire, surtout d'une ville moyenne. Je ne parle pas de la mairie de Paris ou de la mairie de Lyon, mais d'une ville. La majorité des communes en France sont quand même des petites communes ou des communes moyennes. Donc c'était très bien d'avoir cette possibilité pour un député ou pour un maire d'avoir ce double regard. Voilà. Ça, je pense que c'est absolument indispensable. Et en plus, s'ils sont bons et que, encore une fois, démocratiquement, on les réélit, il n'y a aucun problème. Le fait qu'on cumule 2-3 métiers en même temps ne bouge pas. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui cumulent énormément de choses, énormément de postes, qui voyagent à droite à gauche, qui vont donner des cours en faculté à tel ou tel endroit. Et là, c'est l'attaque basse. Et là, tous ces gens-là, de vous, Jean-Charles. Là, tout d'un coup, on ne parle plus de cumul. Le terme duel est mal compris. J'en appelle à notre... Alors, Stéphane Monson. Non, Patrice, je m'insurge. Une attaque personnelle, à mon avis. Une attaque, oui, ad personam, qui est... Enfin, franchement, Jean-Charles, je n'en reviens pas. Alors, puisque vous attendiez des arguments, Jean-Charles, en voici quelques-uns. Oui, parce qu'il n'y en avait pas. Qui ne vous convaincront pas, j'en suis assez persuadé. Le cumul dans le temps, laissons ça de côté pour l'instant, pour y revenir dans quelques minutes, mais le cumul entre plusieurs mandats. Le cumul entre plusieurs mandats, d'abord, le premier argument, qui est un argument très politique, qui consiste à dire il faut un ancrage local aux élus nationaux. Mais les élus nationaux ne cessent jamais d'avoir un ancrage local. Regardez ce qui se passe sans pour autant faire de l'antiparlementarisme primaire. La réalité à l'Assemblée, le Sénat n'en est pas loin, c'est que nos députés étaient jusqu'à présent, là il y a peut-être un changement au regard du renouvellement qui s'est opéré aux dernières élections, mais traditionnellement les députés étaient présents à l'Assemblée nationale moins de 2 jours et demi par semaine. Le reste du temps, nos députés sont, comme on dit, sur le terrain. Alors, le terrain, entre parenthèses, je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir qu'on m'explique ce que c'est que le terrain. Ce terrain qui enseigne des vérités qu'on ne trouve pas par ailleurs. Là aussi, j'aimerais savoir ce qui se passe si j'aimerais pas sur le terrain. Voilà, j'aimerais savoir ce que c'est que le terrain. Donc, les députés sont plus souvent dans leur circonscription qu'ils ne sont à l'Assemblée. De surcroît, les lois actuelles qui datent de 2013-2014 n'interdisent pas à un député, par exemple, d'être conseiller municipal. Et au sein d'un conseil municipal, je parle là aussi de ce que je connais, non pas de mandat parlementaire, mais vous avez une prise assez forte sur la réalité. Donc vous êtes pour une certaine hypocrisie, c'est-à-dire que tous les députés qui étaient maires ont abandonné leur mandat de maire, ils sont premiers adjoints et ils continuent... Non, ils ne peuvent pas être premiers adjoints, Jean-Charles, c'est une fonction exécutive. Oui, non, enfin... Ils peuvent être conseillers municipaux. Ils restent conseillers municipaux. Oui. Est-ce que dans l'ombre, c'est pas eux qui... Ils gèrent la mairie, on sait très bien, ils continuent à gérer. Est-ce que, dans l'ombre... Est-ce que M. Collomb, par exemple, ne gère pas en sous-main la mairie de Lyon ? C'est probable, c'est possible, mais que la loi, enfin, vienne poser que à une personne, un mandat, une personne, une fonction, moi je trouve ça très bien. Et c'est extrêmement nocif, de surcroît, pour une autre raison, le cumul des mandats, c'est que le cumul des mandats a un fâcheux effet de localiser des débats qui devraient être de portée nationale. J'entends dire par là que la loi doit s'appliquer sur tout le territoire, la loi est la même pour tous, j'enfonce là des portes ouvertes, mais on s'aperçoit que les parlementaires n'oublient jamais, et c'est normal puisque c'est là qu'ils sont élus, leur ancrage local, si bien que les débats de portée nationale sont très souvent parasités par des intérêts locaux. J'ai un exemple précis en tête, mais je pourrais sans doute les multiplier, parce que je m'y suis penché pour le statut, vous me direz c'est un exemple assez caricatural, mais pour le statut qui pendant un temps était applicable à la Polynésie française, et vous savez que Gaston Floss, j'allais dire paix à son âme, je ne sais pas s'il est en prison, enfin il en sort, mais il va pour mieux y rentrer après sans doute, mais le statut de la Polynésie française a été discuté au Sénat, et
c'était édifiant. Floss était sénateur. La loi a été faite sur mesure pour lui. Là, vous êtes d'une par mauvaise lui. foi. Enfin, je veux dire, on parle de la. C'est ce qui me caractérise, Jean-Charles. C'est la mauvaise foi, outre le cumul des fonctions. Pourquoi pas Wallis et Futuna non, tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un exemple. C'était un exemple absolument caricatural. Caricatural. Faire la loi. Voilà, il faut que il faut se débarrasser mais bien sûr, il faut se débarrasser des intérêts et on n'est pas loin du conflit d'intérêts. Bon, donc, alors le député ou le sénateur, ils font la loi. C'est ça leur travail. Et ils contrôlent le gouvernement. C'est pas de représenter leurs élus, les électeurs. Surtout pas. Souvenez-vous de ce que le président Chaban-Delmas avait répondu à je ne sais plus quel député célèbre qui se disait représentant des électeurs de Meurthe-et-Moselle, je crois, et Chaban-Delmas avait dit non, vous êtes représentant de la France. La France, voilà. Bien sûr. On est élu dans une circonscription, mais on est élu de la France. Les parlementaires sont élus dans des circonscriptions, mais pas par des circonscriptions. Absolument. Voilà. Donc le cumul des mandats, c'est nocif, sans parler du cumul des fonctions. Qui peut croire qu'un seul élu puisse gérer une commune, faire la loi et contrôler le gouvernement à Paris, tout cela en même temps, joyeusement. Autrefois, il pouvait être ministre en plus. Alors, vous savez que le recordman, c'est Le Canuet, qui a, à une époque, à un moment donné... Paix à son âme. Paix à son âme, pour le coup. Vos références ne nous rajeunissent pas, non, cher ami. mais la loi a commencé à être modifiée en prenant l'exemple de Le Canuet, maire de Rouen. Maire de Rouen, qui a été président du Conseil général de Seine-Maritime, qui a été président du Conseil régional de Normandie, qui a été ministre, et j'en passe. Bon, donc c'est à partir de 85 que les choses ont commencé enfin à évoluer. Sur le cumul, Vincent Couronne, Florence Mercadé? Moi, je suis plutôt de la position de Stéphane, c'est-à-dire que interdire le cumul dans l'espace et dans le temps, c'est quand même une avancée, je trouve, parce que, comme le disait très bien Stéphane, quand on est député ou sénateur, on fait la loi, et quand on doit repartir en campagne pour se faire réélire, est-ce qu'on se fait réélire pour ce qu'on a fait dans sa ville ou est-ce qu'on se fait réélire pour ce qu'on a fait au Parlement? Et ça, il y a effectivement là une confusion qui fait que l'électeur, il ne sait pas forcément pourquoi il vote en réalité. Mon maire est député en même temps et c'est un bon maire, mais c'est pas forcément un bon député. Les députés, comme on irait voir un maire, d'ailleurs, enfin, pour exactement. Se plaindre, pour demander quelque chose. Et bon, donc voilà. Donc moi, je suis plutôt pour la séparation et pour l'interdiction du cumul. Et cumul dans le temps, c'est un autre débat. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, après les élections sénatoriales, le président de la République n'a pas la majorité pour faire une réforme constitutionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il essaye d'avoir le soutien de Gérard Larcher, le président du Sénat. On peut peut-être passer à l'université, parce que d'abord, il y a des universitaires dans cette salle, mais réforme de l'APB, de l'admission après post-bac. Le projet a été présenté ce matin par le Premier ministre et par la ministre des Universités. Alors, on peut rappeler en deux mots ce que c'est l'APB. Qui veut le faire? L'APB, alors c'est... Florence, ouais. Vous en prie, Florence. L'admission post-bac, c'est-à-dire que voilà... Jusqu'à ce qui a été présenté ce matin, les lycéens vont faire des choix avec des ordres de priorité. Ils font 24 choix en partant de leur premier choix, vrai premier choix, jusqu'au dernier. D'après ce que j'ai compris sur la réforme qui a été présentée ce matin, il y a 3 points. Alors, il y aura plus que 10 choix et qui ne seront pas dans un ordre de priorité. Il n'y aura pas d'ordre de priorité du tout. Donc, je ne suis pas pris au 1, donc c'est le 2 et ainsi de suite. Donc, il n'y aura pas de priorité sur ces 10 choix. Donc, il y a moins de choix, mais pas de priorité. Et ensuite, côté université, effectivement, là, il va y avoir un contrôle, puisque les universités vont avoir accès au dossier des lycéens, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ils avaient accès. Ils avaient accès, oui. Ouais. Mais alors là, c'est un des critères qui ressort. Puisqu'ils vont pouvoir admettre les dossiers. Demander une formation supplémentaire, voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Le premier point, c'est il est admis ou pas admis, le lycéen. Le 2, il est admis sous condition d'avoir une remise à niveau.
Mais alors ça, on n'a pas de détails sur ce point-là, de savoir sur ces remises à niveau, c'est sur quels critères. Est-ce que ce sont des critères en fonction des facs? Chaque fac fait ses critères, ou ce sont des critères nationaux ou pas? Des universités aussi. Bah oui, mais ça c'est ouais, mais alors ça, il y a un vrai débat là-dessus, je pense, parce que ça me paraît niveau démocratique assez. Le débat, c'est quand même un peu de dire qu'un type qui a fait un bac technique, on va un peu le remettre au niveau pour faire médecine. Enfin, en gros, il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un peu ça quand même le gros du truc. Donc, ils n'étaient pas admis. Donc. Non, mais ça, c'est ça. Je pense qu'il faudrait quand même des critères généraux. Et qu'après, le niveau va compter. Enfin, c'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, c'est très bien. Je veux dire, c'est quand même le minimum. Et la troisième chose, c'est ils y sont pas reçus, point. Alors, derrière tout ça, il y a un mot qu'on ne prononce jamais, qu'on ne peut pas prononcer en université. C'est le mot interdit. Ça s'appelle le mot sélection. Clairement, c'est le mot qu'on ne doit pas prononcer. Je relisais d'ailleurs, c'était les mémoires de Perfit. Et en 63, alors il raconte que De Gaulle disait déjà, mais qu'est-ce que c'est que cette université où tous les étudiants peuvent venir, ils s'assoient s'ils peuvent s'asseoir, université de gauchistes. Et en 63, ça c'était. Foyer de gauchistes. Et en 67, il revient là-dessus en disant, voilà, il faut faire la sélection. Et Fouché, qui était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, auquel Perfit avait succédé, va voir Perfit et lui dit, surtout, ne faites pas ce que De Gaulle dit, pourtant on ne pouvait pas suspecter Christian Fouché de ne pas être gaulliste. Pompidou et moi, on connaît mieux l'université que le général, et on sait ce que ça va faire. Et ce que ça a fait d'une certaine façon mai 68 et le départ de Gaulle. Et puis après, en 86, il y a la loi de Vaquet. Alors là, on parle vraiment de sélection, et ça a entraîné les manifestations étudiantes qu'on sait, la mort de Malik Oussekine, et probablement la défaite de Chirac en 88 aux élections présidentielles. Petit rappel historique comme ça. Mais c'est vrai que depuis, alors tout le monde a très peur d'utiliser le mot. C'est pour ça que là, on appelle ça les prérequis maintenant. La réforme de l'APB, on ne prononce pas le mot de sélection. Au fond, la question que je voulais vous poser, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de sélection à l'université, mais c'est totalement faux. Elle n'existe pas à l'entrée. Mais elle existe tout de suite après. La sélection, on n'en parle pas à l'université, mais on n'en parle pas parce qu'on l'a fait. Oui. Et parce que les étudiants la vivent au quotidien. On n'en parle pas en dehors de l'université. Mais la sélection, mais il n'y a que cela. Pourquoi est-ce qu'on commence moi, j'en parle avec les étudiants. Ne dites pas qu'il n'y a pas de sélection. Pourquoi est-ce qu'en première année, vous êtes des cohortes de, je sais pas, chez nous, faculté de droit, ils sont 700. Oui, et pourquoi est-ce que dans l'amphi, en troisième année, vous êtes 250 ? C'est ça. Ils sont où les autres ? Ils sont plus là. Évidemment, il y a une sélection, et de surcroît, une sélection extrêmement rude, extrêmement sévère, extrêmement hypocrite, extrêmement coûteuse parce qu'il faut parler de sous, il faut parler d'argent, coûteuse pour la société, bien sûr. Il y a une sélection naturelle qui se fait aussi au cours du premier trimestre. Il y a une sélection par le découragement. Il y en a plein qui partent de l'amphi au mois de décembre. La question, c'est est-ce qu'il faut rester dans ce système-là où la sélection se fait au cours des études et puis après dans l'arrivée sur le marché du travail, ou est-ce qu'il est plus sain de la faire avant ? De mon point de vue, on ne peut pas continuer dans ce système. Ça fait des années qu'on aurait dû changer de système, mais c'est un choix apparemment. Enfin, d'après ce que je vois dans les sondages, 66% des Français seraient favorables à une forme de sélection, soyons prudents, à l'université. Surtout si ça ne les touche pas aussi. Surtout si ça ne touche pas leurs enfants. Et dans les bonnes familles, vous savez bien qu'on se presse à aiguiller ses propres enfants vers des filières sélectives. Je suis convaincu, pour en avoir parlé avec des collègues depuis des années, que si on faisait croire que l'université était sélective à l'entrée, alors qu'en réalité elle ne le serait pas, les choses changeraient. Dès qu'on instaure à l'université des filières sélectives à l'entrée, et nous en avons de plus en plus, il y a une ruée. Les gens s'y précipitent. Ah oui. Donc qu'on ne dise pas que les Français, voire même que la plupart des étudiants sont contre. Tout démontre le contraire. Donc ce système est un système épouvantable. C'est un système qui de surcroît... Le système actuel, vous absolument, parlez, hein ? Absolument. D'accord.
Mais ce qui était par-dessus tout épouvantable, c'était le tirage au sort qui a eu lieu. Oui, Ça, on est au-delà de la bêtise. l'APB avait donné ça avait donné cette absurdité. Voilà, qui était le tirage au sort. Donc tout vaut mieux que ça. Qui explique peut-être qu'aujourd'hui, les gens se disent, après tout, peut-être mieux une sélection sur certaines filières, ou en tout cas une orientation plus forte aussi, on peut dire aux gens. Là, il y a des débouchés. Là, mais je pense qu'il faut les deux. Il faut une orientation, ce qui suppose une très bonne information, ce qu'au lycée, je pense que c'est très compliqué parce que les conseillers d'orientation, je lisais le président du syndicat des proviseurs là, qui disait il y a en moyenne un demi-conseiller d'orientation, admirez le langage administratif au passage, pour 2000 élèves en terminale, enfin ou quelque chose comme ça. Donc un pour 4000. Voilà, un pour 4000. Bon. Mais il parlait de son établissement. De surcroît, les conseillers d'orientation ne sont pas forcément les mieux informés sur ce qu'on fait à l'université. Je le regrette beaucoup, mais je l'ai observé. C'est difficile d'avoir de vraies informations. Il faut informer d'ailleurs les lycéens et leur dire, en effet, moi j'ai eu dans APB accès à des dossiers, puisque nous traitons des dossiers APB tous les ans, à un bachelier hôtellerie qui demandait son intégration en première année de droit. Alors, je n'ai pu mettre que avis très défavorable, mais si ça se trouve, cet étudiant, que je salue au passage, est peut-être avec nous en première année de droit. Je lui souhaite de réussir, mais franchement, je doute. Et puis, il faut sélectionner aussi, excuse-moi Florence, il faut sélectionner. Il y a des manières de sélectionner, mais qui supposent une reconfiguration du système. Parce qu'évidemment, ceux qui ne sont pas pris, il faut leur donner aussi d'autres possibilités. Il y a des systèmes assez intelligents, comme, je ne sais pas, le système canadien que je connais un peu, où vous avez, en fonction du résultat de vos études secondaires, vous avez plus ou moins accès à une offre qui est plus ou moins large. Ceux qui ont les meilleures notes ont accès à tout. Et puis ensuite, vous avez des filières qui se ferment. Au Canada et aux États-Unis, c'est la médecine qui se ferme en premier. Ensuite, vous avez le droit qui se referme, etc. Bon, alors c'est un système parmi d'autres. La psychologie est un peu ouverte. Oui, psycho est plutôt ouverte. Mais voilà, on peut réfléchir, mais il est temps de changer. Vincent Couronne, pardon. Je voulais juste dire, j'ai cru comprendre que dans la réforme, au conseil de classe du deuxième trimestre, il devrait y avoir un avis sur l'orientation qui doit être donné. Vous faites bien de parler de cela, parce que cet avis, dans ce que je vois dans les dossiers, il existe déjà. C'est le conseil des classes. Il y a avis favorable ou défavorable, et ensuite, nous, universitaires, nous consultons ça sur une application qui est l'espèce des coulisses d'APB, où nous avons accès au bulletin, au bulletin du lycéen depuis la classe de seconde, et où on peut regarder. Mais voilà, je vous l'ai dit, pour ce bachelier hôtellerie, je ne peux donner qu'un avis. Vous avez dit, c'est compliqué. Prenez, puisque vous êtes enseignez le droit tous les deux, un lycéen, quand il arrive en fac de droit, mais il découvre un monde qu'il ne connaissait absolument pas. On ne sait pas du tout ce que c'est le droit. Moi, en tant qu'étudiant honoraire, je peux vous dire. Voilà, quand vous arrivez en première année de droit, dû vivre la même chose. Alors, ça vous intéresse pas, mais on découvre des choses qu'on n'a jamais appris. On ne sait pas du tout ce que c'est. Absolument, mais sauf que. Donc comment on peut. C'est compliqué de dire. Mais vous voyez, j'entendais un syndicaliste lycéen qui disait, vous vous rendez compte, le scandale maintenant, c'est les profs qui vont nous conseiller sur ce qu'il faut qu'on fasse. Genre, vous allez chez le médecin et le médecin va vous demander de faire votre ordonnance vous-même. Bon, où va-t-on si les enseignants se mettent maintenant à savoir ce qui, a priori, pourrait être souhaitable ou non pour un lycéen? Et même la médecine, c'est la même chose, d'ailleurs. Bien sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, là, il faut que nous, on fasse notre rôle aussi d'orientation. Il faut qu'au lycée, il y ait une orientation la plus en amont qui soit faite. Mais là, contrairement à ce que dit Stéphane, moi je ne pense pas que la sélection soit forcément l'alpha et l'oméga des problèmes de l'université, d'autant plus que quand on a 18 ans, quand on sort du bac, je pense qu'on l'a vécu aussi, moi peut-être plus récemment, mais bon, c'est peut-être un peu plus frais. Encore une attaque, vous avez fait 2 attaques basses. Vous avez 2 attaques basses dans cette émission contre Stéphane Manson. Non, s'il faut que je m'en aille. C'est que je ne voulais pas laisser Jean-Charles tout seul dans cette... Oui, nous réglerons ça plus tard. En tout cas, on l'a connu tous les deux, ça c'est sûr. Le moment où, une fois qu'on a passé le bac, effectivement, il y a ce choix, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire comme études. Et c'est vrai que le droit, on ne sait pas ce que c'est, l'économie, la psycho, on n'en a pas forcément fait au lycée. Et donc, il faut découvrir. Et puis, personnellement, à 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et alors, je suis parti en fac
fac de en droit. plus. C'est tôt, 18 tôt, ans. 18 ans, Je suis ouais. parti en fac de droit un peu par défaut, et puis finalement, c'est au fur et à mesure le travail. C'est vrai que Pareil. voilà. Arrivé, Et je me dis, complètement est-ce par défaut. est-ce que l'université n'a pas vocation aussi, alors ça va être terriblement irresponsable du point de vue des finances publiques, ce que je vais dire, mais à accueillir justement tous ces étudiants, tous ces bacheliers qui ne savent pas vraiment où aller, qui ont besoin de temps pour mûrir leur projet. C'est faire un l'université an. garderie, un petit peu. Mais voilà. oui, mais en même temps, Alors, on est là pour ça. Non, mais c'est un On vrai a vu. débat. Peut-être qu'on peut faire un débat entre vous et Stéphane encore. Non, mais parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'a jamais eu ce débat. Qu'est-ce que c'est le rôle de l'université? On voit bien qu'aujourd'hui, vous parliez des étudiants et des parents, je suppose, qui poussent leurs enfants à aller vers les filières sélectives. Bien sûr. Les filières sélectives, elles ressemblent un peu à ce qui se fait dans les grandes écoles. Ah ben dans les filières Dans les faits. sélectives, enfin, Hein je fais un grand ensemble, filières sélectives, enfin toutes confondues, et j'y inclus les écoles. On Et appelle d'ailleurs, grandes, parfois, mais enfin qui sont pas, Et d'ailleurs, parfois pas très grandes. Emmanuel Macron, dans le discours qu'il a fait à Saclay, demande à Polytechnique, enfin aux grandes écoles, de collaborer avec l'université, Oui. même s'il y aura deux pôles Oui. un peu différents. Oui. Mais il dit arrêtez de vous chabailler, il faut. Oui. Bon, mais est-ce que l'université, c'est une grande école? Est-ce que, au fond, pour dire les choses, est-ce que les grandes écoles ne sont pas faites pour fournir des gens pour le travail, pour le monde du travail? Et est-ce que l'université ne serait pas là pour faire des gens qui sont un peu plus intelligents, un peu plus de réflexion, un peu plus de... voilà. Vous savez, ce débat, il existe depuis... Il existe, mais on ne le fait jamais. Il tellement. existe depuis le Moyen-Âge. Je sais. Et là, il a été reformaté au XIXe siècle. Vous parlez d'un côté d'une université qui formerait des têtes bien faites. Ouais. Ça, c'est le modèle de Humboldt, hein, de l'Allemagne du XIXe siècle, versus une université qui formerait des têtes bien pleines. Mais aujourd'hui, on peut plus. Alors voilà, c'est peut-être utopique. Départager l'université entre ces deux. L'université est contrainte par l'ordre social, par la société. C'est ce qu'on attend d'elle, à la fois de former à des métiers et de former des têtes bien faites aussi. Et c'est l'avantage, de mon point de vue, de l'université par rapport au système des écoles et voire parfois des grandes écoles. Il y a deux atouts considérables dans le monde. Dont dispose l'université et dont ne disposent pas nos écoles dans notre système français, c'est d'une part l'adossement de l'enseignement à la recherche, et vous parliez de Polytechnique tout à l'heure, et j'ai lu un billet de, je crois, Jean-Francis Pécresse, l'autre jour, qui se méprenait totalement et qui faisait journaliste, preuve... qui est, oui, qui est oui. un parent de Valérie Pécresse, enfin, mais j'en il sais se rien. trouve, enfin. Mais enfin, il se trouve que ce billet m'a fait bondir parce que tant il illustrait une méconnaissance absolue de cette question, et il disait en gros, c'est très bien pour Polytechnique parce que Polytechnique a besoin de partir dans les hauteurs du classement de Shanghai, vivre son destin, et puis de laisser la pauvre université de Paris-Sud accueillir ses milliers d'étudiants dans des conditions pénibles, etc. Pécresse se méprenait complètement parce que Paris-Sud est au 41e. Alors, le classement, tout ça vaut ce que ça vaut. Oui. Mais enfin, on a les yeux il est. rivés là-dessus. Ouais. Paris-Sud est au 41e rang et Polytechnique au 425e. Ouais. Ça veut dire que Polytechnique a besoin des universités, beaucoup plus que les universités pourraient avoir besoin de Polytechnique. Pourquoi? Parce que la recherche à Polytechnique n'est pas développée. Et aujourd'hui, si on veut briller dans le monde en matière d'enseignement supérieur, il faut avoir un adossement à la recherche. Il y a un second atout, c'est la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité. Quand on se promène dans l'enseignement supérieur dans le monde, on voit que les universités les plus brillantes, celles qui se distinguent, sont les universités pluridisciplinaires. C'est-à-dire où les sciences peuvent dialoguer entre elles, où les collègues peuvent se regrouper, où on peut monter des filières, des enseignements pluridisciplinaires, ce que n'ont pas fait jusqu'à présent les écoles, faute d'être immergées dans un milieu ouvert à la pluridisciplinarité. Sans compter, pardon, que des écoles comme Polytechnique ne fournissent pas plus d'étudiants aujourd'hui que sous Napoléon. Mais vous savez combien il y a d'étudiants à Polytechnique? Ben oui, dites-le. Il y en a aujourd'hui entre 180 et C'est ça, 200, par et proportion. avec la mise en place des bachelors, ils envisagent 600. Oui, et alors qu'il faudrait probablement 1000 ou 1500
étudiants par promotion. Sans doute, mais voyez, puis c'est un faux débat aussi. Chevènement avait bien vu l'affaire en disant notre système d'enseignement supérieur est fait de telle manière que les meilleurs étudiants ne rencontreront jamais les meilleurs professeurs. Pourquoi ? Parce que les meilleurs étudiants sont dans les grandes écoles et que, pardonnez-moi, je me planque sous la table, et que les meilleurs professeurs ne sont pas dans les grandes écoles. Ils sont dans les universités, au regard en tout cas des critères d'exigence qu'on demande pour devenir enseignant universitaire. Voilà. Alors continuons comme cela. C'est un choix de la société, c'est un choix coûteux, c'est un choix désastreux pour l'université. L'université auquel on a coupé un bras et une jambe, on lui a coupé un bras en matière d'enseignement en créant les grandes écoles, et on lui a coupé la jambe de la recherche en créant les grands organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM, etc. Et c'est un système qui est, de ce point de vue-là, unique au monde. On aime bien être les seuls au monde, mais on est de ce point de vue-là, on est les plus quand on est le seul au compliqués monde, c'est pas forcément qu'on soit le meilleur. Les écoles sont toujours intégrées aux universités partout dans le monde et elles ne s'en portent pas plus mal. Vincent Couronne, pour conclure sur ce que vous disiez, au fond, l'université plus ouverte, peut-être plus... Je suis assez d'accord sur l'interdisciplinarité et le fait que les grandes universités, celles qui s'en sortent le mieux, c'est effectivement quand l'étudiant, les études sont adossées à la recherche et qu'on est interdisciplinaire. Ça, c'est une évidence et je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement, en fait, dans la sélection à l'entrée à l'université, le risque, c'est de perdre en fait des pépites, des étudiants qui pourraient tout simplement se transformer, mais qui seraient orientés vers des filières différentes, peut-être plus technologiques ou autres, parce qu'en première année de fac de droit, par exemple médecine, ils n'étaient pas prêts. Et bon, plus tard, parce que comment dire, il peut y avoir une sorte de phénomène de chrysalide qui fait que l'étudiant... je sais pas, moi, ça mais il faudrait peut-être réformer aussi la formation professionnelle, alors pour le coup, permettre à des gens qui ont commencé leur vie professionnelle de revenir peut-être à un moment dans l'université. Mais là, c'est encore différent, c'est-à-dire que là, on est vraiment rentré dans la vie active et on revient ensuite à l'université. Mais c'est pour ça que cette idée d'année éventuellement de mise à niveau est intéressante, de passer un an à apprendre les bases de oui, il y avait ce qu'on appelait propédeutique, c'était ça. Ce qu'il faut les rétablir ces années comme ça, un peu généralistes. C'est parfait. Ça serait très bien. À condition qu'on nous dise comment on va faire. Oui, parce qu'il y a une question de moyens derrière tout ça aussi. Tout n'est pas une question de moyens, Patrice. Non, mais un peu. Mais un peu quand même. Quand vous savez que l'université numéro 1 dans le classement de Shanghai dispose d'un capital... L'université d'Harvard dans le Massachusetts dispose d'un capital de 33 milliards de dollars pour 20 000 étudiants. Et ce capital pour 20 000 étudiants. Et ce capital est géré gentiment, de manière très performante. C'est un capital, c'est pas un budget non plus. Non, mais vous avez, il travaille gentiment, il rapporte 660 millions de dollars par an, et il est géré par la Harvard Business Management Company, qui comprend 324 salariés. Qui font travailler le capital d'Harvard. Voilà, l'université de Versailles-Saint-Quentin fonctionne avec un budget d'un peu plus de 100 millions d'euros par an. Pour combien d'étudiants ? Pour 20 000. Pour 20 000. Et elle est si sous-dotée. on prenait que le revenu, on est à 5 fois fois plus, quoi. Oui. Rien que le revenu, produit. Rien que le produit. Et ça, c'est sans compter les dons. Ouais. Là, il y a deux frères de Hong Kong, anciens étudiants d'Harvard, qui viennent de donner, je crois, 5 millions de dollars. Vous seriez pour l'autonomie des universités alors je suis pour que les choses soient claires, Jean-Charles. Tout d'un coup, on vous sent changer votre... Jean-Charles, moi je suis pour que les choses soient claires. Si on dit autonomie, alors il faut aller jusqu'au bout. L'autonomie et bonne idée. Et donc la privatisation. Comment ? Et donc une privatisation, d'une certaine façon. Parce que non, mais via des fondations. Il y a des fondations et des dons. il y a une fondation UVSQ qui commence à recueillir des d'argent. dons. Mais on voit bien la différence de mentalité entre les étudiants des universités françaises. Une fois qu'ils ont quitté leur fac, ils ont quitté la fac. Alors que quand on est en Angleterre ou quand on est aux États-Unis, on est très attaché à son université et on reste membre fondateur, on reste donateur. Ça viendra peut-être. Et ça, c'est ce qu'il faut essayer de distiller. C'est ce qu'on cultive. Enfin, notamment à l'UVSQ, c'est ce qui est cultivé de manière très intense. Au travers de la fondation, d'ailleurs. Oui. Mais pour vous donner un dernier mot, voilà, 33 milliards de dollars, le budget
budget annuel de l'enseignement supérieur français en 2018, c'est-à-dire pour toutes les universités, les écoles, enfin le système public en tout cas, c'est 25 milliards d'euros pour 60 établissements, plus de 60 établissements. Voilà. Donc tout n'est pas une question de moyens, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Absolument. Voilà. Après, ça, c'est pas la question de la sélection, ça, c'est la question vraiment des moyens. Oui, c'est la question des moyens. Et c'est une autre question. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, l'État finance beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante l'université qu'en France. Oui. Et en plus de ça, il y a une pour rentrer à culture. Harvard, il y a une grosse sélection. Il y a une grosse sélection, ça c'est sûr. L'argent d'abord. Par l'argent, oui. D'abord, ça coûte. Le ticket d'entrée. Ça coûte extrêmement cher. Bien sûr. Ou par le sport. Mais vous avez un système de bourse qui est très bien ça, développé parce que j'ai un neveu aussi. qui Et puis est vous avez des universités publiques qui sont aussi à un ticket d'entrée à l'équivalent de 4 ou 5 000 euros par an. Je pense à l'Université de Californie, à Los Angeles, à San Diego ou à San Francisco, où vous payez à peu près 4 000 euros de droits de scolarité par an. Vous pouvez aller voir, par exemple, si vous voulez être avocat d'affaires, aller voir des avocats d'affaires américains qui vous financent les études. Les études, bien sûr, dans une sorte de système un peu d'apprentissage. Parce que, du coup, c'est pas totalement démocratique. Mais enfin, il y a quand même des aides, il y a des bourses. C'est pas si caricatural. C'est pas aussi caricatural, voilà, qu'on nous représente parfois. Balance ton porc. D'accord. Ou alors MeToo, parce que maintenant c'est MeToo. Il y a eu des manifestations en France dimanche. Il y a eu l'affaire Weinstein d'abord, qui a été une sorte de révélateur. On va commencer par vous. Est-ce que vous avez été surprise au fond que cette parole se libère comme ça d'un seul coup? On a l'impression qu'il y avait une sorte d'étouffoir. Il y avait un silence. De chape de plomb, oui. Il y a un silence depuis toujours. Enfin, c'est pas quelque chose qui est nouveau, hein, cette problématique d'harcèlement sexuel pouvant aller jusqu'au viol. C'est quelque chose de très ancien, mais où il y avait une culpabilité de la femme qui faisait qu'elle se taisait, qu'elle ne disait rien, se sentant éventuellement. On disait si c'est bien de ta faute. Mecs, surtout. Pardon. Il y avait une domination. Ah oui, des mecs, non, mais il y a toujours. Il y a toujours. Enfin, sauf que là, il y a un. Voilà, il y a un verrou qui a sauté et je trouve que c'est assez fantastique parce que je ne connais pas une femme qui n'a pas été au moins une fois dans sa vie confrontée à ce type de comportement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce type de comportement? Parce que j'ai l'impression qu'on mélange absolument tout. C'est-à-dire l'agression, le viol, le harcèlement, c'est quand même, les mots ont un sens, c'est quand même trois choses radicalement différentes. Oui, et parfois la drague lourde. Voilà, moi je suis quand même très étonné si chaque femme s'est fait, soi-disant, violer ou agresser. Enfin, je vis pas dans le même monde, quoi. Enfin, je suis très étonné de voir, ou alors faut vraiment faire attention, parce que j'imagine quand même qu'une femme qui s'est fait violer doit l'avoir un peu mauvaise de voir une autre jeune femme qui dit oui, moi je me suis fait harceler dans le métro, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est radicalement. Non, on parle pas de la même chose. On a de toute façon des poursuites pénales qui sont différentes, hein, entre le viol, tentative de viol et le harcèlement sexuel. On est sur des débats différents, mais il y a cette espèce de pression et de harcèlement. Alors en restant, il y a différents niveaux. Vous avez parfaitement raison de le dire, mais ne serait-ce que d'avoir ce qu'on appelle vraiment du harcèlement sexuel, c'est-à-dire avoir une pression avec de se faire plaquer contre un mur, où on veut essayer d'avoir arraché un baiser, c'est quand même quelque chose d'un peu violent, d'autant plus quand ça vient de quelqu'un qui a un pouvoir. Qui a un pouvoir, absolument. Voilà, un Parce pouvoir que ce soit le harcèlement, son employeur, c'est ça, quand même. Voilà, que ce soit son employeur ou que ce soit dans le métier artistique ou dans les métiers de prod ou je ne sais pas. Voilà, de quelqu'un qui a un pouvoir sur la femme qui n'est pas que le pouvoir de l'homme sur la femme. Le pouvoir de l'homme sur la femme est le pouvoir hiérarchique entre guillemets, d'un homme sur une femme. Et ça, c'est parfaitement condamnable. Et ce sont ces espèces d'harcèlement sexuel que des femmes peuvent subir de façon peut-être un peu régulière. Alors après, moi, j'ai passé l'âge, hein, donc maintenant, ça va mieux. Pas du tout. Mais j'ai eu à subir, vous avez le pouvoir, au moins, j'ai eu à subir 4 fois sur des choses quand même qui peuvent être graves. Mais en tant qu'avocate, voilà. ça vous gêne pas que des femmes balancent comme ça des noms sans aucune
Oui, non, mais alors après, Bah, je veux ça, dire, c'est autre mais chose. c'est- Je veux dire, si on balance mais- des noms, on prend la responsabilité de balancer un nom et de se faire Oui, potentiellement est-ce poursuivre oui, en mais je On veux peut diffamation. dire, est-ce qu'il faudrait mieux Mais- pas saisir la justice Ah bah oui, plutôt non, que- mais ce Oui, qu'il parce faut, que là, c'est- non, mais c'est pour Non, ça mais- que les réseaux sociaux. cette campagne Balance ton porc est je serais quand même plus, affolante. Non, mais Enfin, il je veux faut, dire, il faut que les femmes déposent plainte quand il y a lieu de déposer et ben plainte. voilà, Quand oui. elles Ça, le c'est- peuvent, parce que quand- c'est voilà. ça, c'est le problème. C'est Oui, que- alors on va pas Ils rappeler le sketch de Coluche où effectivement. Non, mais c'est pas faux. non, mais c'est pas faux. Quand tout ce Laissez-le mouvement parler. Balance ton porc, ça montre aussi un peu une défaillance de notre système, c'est-à-dire où, quelle que soit la gravité de l'infraction ou du crime, qu'on parle de harcèlement, d'agression ou de viol, il y a quand même, pour les harcèlements, un problème dans l'entourage qui fait une pression sociale qui fait qu'on n'en parle pas, pour l'agression sexuelle qui fait que vous allez dans un commissariat et très souvent on vous renvoie chez vous en vous disant si 93% encore des plaintes ne sont pas suivies des faits, ce voilà, qui est énorme. ouais. Il y a Et pas quand de- il y a encore on vous rien. rit pas au nez. Donc ça, les témoignages maintenant ils abondent et ça montre que toutes ces femmes, que ça soit la pression sociale ou même la puissance publique qui ne les écoute pas, ça montre qu'en fait on ne leur laisse pas d'autre choix que de s'exprimer sur Twitter et de Je balancer crois qu'il y a leur un porc. mouvement de balancier où il y a eu une espèce de grand silence et Voilà, de- oui, alors, d'étouffement, c'est ça, où le balancier repart dans l'autre Parce sens que de le façon chapeau un de peu plomb violente. et- Et On puis peut ça va craindre revenir. un peu Non, mais ça les va excès. revenir, Ça va revenir dans combien de Non, Oui, temps mais les excès, Oui, ils ont mais c'est été toujours aussi, comme ça, oui. On Jean-Charles. est en train de quel se que soit, précipiter vers une espèce de néo-puritanisme féministe qui Mais va non, être totalement non, tragique. Mais si, non. mais ça va être ça, bien sûr. Alors c'est ce que disent ceux qui sont opposés, qui disent attendez, mais le monde c'est pas juste des mecs qui sont des porcs et Mais des femmes qui sont des exactement, je veux dire, victimes. moi, je ne me sens pas, je n'ai pas envie d'être une femme. Quand on voit, mais toutes ces Vous n'avez pas envie témoignages. d'être une femme. Non, mais Attendez, c'est ces intéressant. témoignages- Attendez, ces on va témoignages- demander un divan. Ces témoignages à longueur de journée de tous ces hommes qui pourraient être tout à fait dans l'air du temps, dans cette espèce de pensée unique, sont tous là, en train de se battre la coupe, en train de dire oui, j'aimerais tellement être à la place d'une femme, je me sens plus femme que homme, etc. Tout ça est totalement ridicule, quoi. Je veux dire, tous les hommes ne sont pas des porcs, et j'ai exactement le même discours. Enfin, c'est absolument mais scandaleux comme attitude. Non, mais je veux dire, franchement, je veux dire, toutes les femmes ne se sont pas fait violer, et tous les hommes n'ont pas envie de violer la première gonzesse Non, qui mais, passe. non. Je suis De toute façon, désolé. mais heureusement que toutes les femmes ne sont pas faites violer, mais avant le viol, il peut y avoir quand même des agressions qui sont insupportables. Bien sûr, mais qui ne sont déjà pas des Non, viols. mais c'est même déjà vous pas la même parliez, chose. vous parliez des agressions dans le métro comme si c'était rien. Mais c'est pas rien. Non, je dis pas du tout. Je dis pas du tout que c'est rien. Je dis que c'est pas pareil. C'est pas la même chose, mais c'est pas Ce n'est rien. pas la même chose. Mais là, ne niez pas. Il y a une sorte de globalisation des faits qui est absolument terrible. C'est absolument terrible de globaliser comme ça. Oui, tout se vaut. Alors, ce panneau MeToo, enfin, balance ton porc. Alors, tous les mecs sont des cochons. Ok, bon, bah, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est pas une généralité. Voilà. Non, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même, on voyait avec l'affaire par exemple Jean Lassalle, enfin, qui est suspecté, enfin, pour de drague peut-être un peu lourd, qu'on a changé d'époque. On a quand même élu un président de la République qui est très connu pour parler assez virilement aux femmes, par exemple. Non, c'est vrai. le président Macron? Non. Non. Non, mais Un peu avant. Ah oui. François Mitterrand. Non, un peu après. mais il y a Trump, François il y a Hollande et Trump son qui est scooter. quand même Non, on ne va pas prononcer de nom. Vous n'êtes Mais pas enfin, loin. moi, que j'ai suivi, le président que j'ai suivi comme journaliste politique à un moment, et en effet, voilà, bon, il y avait des propos sur les femmes qui aujourd'hui auraient pu lui valoir, le pauvre, paix à sa paix. Je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a changé d'époque aussi, non? C'est heureux. Oui. Oui, heureusement, non, peut-être, mais... changeons d'époque. Non, mais et que certains ne sont pas aperçus aussi. Oui, c'est les spectateurs impuissants d'un monde en train de changer. Oui. Et c'est ce que font penser, c'est ce à quoi me font penser les élus, enfin les anciens élus ou les Oui. anciens députés ou les anciens ministres, etc., qui sont là à se gausser, à dire oh allez une petite main aux fesses de temps en temps, Oui. un petit propos graveleux, etc. On en a vu beaucoup dans les assemblées. Hein, Bien sûr. Et qui, Bien sûr. Cécile Duflot qui s'était fait siffler quand Bien elle sûr. Oui, c'est ça. Oui, Ou alors parce qu'elle était des en piaillements. Mais l'exemple est parfait. Est-ce que c'est vraiment, c'est ça, balance C'est du ton, manque de respect. ça. donc balance ton porc et MeToo, c'est ça, c'est siffler une femme députée qui arrive en robe, c'est ça qui vous choque? Ce qui me Franchement, choque, si on en est là, c'est alors. ce qui me choque, c'est qu'elle soit sifflée. Ah, mais C'est c'est d'une horrible. part qu'elle Et soit alors, sifflée quand on et que sait- d'autre part ça se passe à et quand l'Assemblée on sait- nationale. Et à l'Assemblée nationale, Quand on c'est pas s'est rien. moqué,
quelle est la différence? C'est quand on s'est moqué de Jacques Lang qui arrivait avec sa veste à col Mao en 81 quand il était élu député. Mais parce que quand il arrivait avec sa veste en on l'a col Mao, sifflé aussi. on le On l'a rabaissait sifflé pas aussi. pour sa condition Non. ou pour le fait que. Mais on se moquait de lui. On ne le traitait On se pas moquait. d'incompétent parce qu'il Mais avait non. un col Mao. On se Parce qu'il moquait. avait pas de travail. Et aucun des députés, je veux dire que après la femme dont vous parlez soit incompétente, c'est un autre débat, on pourrait en parler. Mais non, ça n'a pas de rapport, c'est pour ça que je ne veux même pas rentrer là-dessus. Mais je veux dire, ok, que des députés un peu lourds la sifflent, ça ne me semble pas être caractéristique d'une agression sexuelle. Je suis Mais on n'a désolé. jamais dit ça. Mais si. C'est On pas dit une juste agression, que c'est c'est pas un une manque de agression, respect. Manque de respect. Bah Un oui, manque voilà. de respect. Donc un c'est ça, manque de c'est pareil. respect. Donc balance ton porc, ça va du manque de respect jusqu'au viol. Non, Mais Jean-Charles, non, je Jean-Charles, ne crois pas. Et je c'est pas pense que vous le mélanger. savez, Jean-Charles. Oui. Alors, Oui. moi, je Non, juste- balance ton ah oui, porc, non. Je crois. Ah, non. Je pense Non, qu'on a non, aussi. regardez-le. Non, il esquisse un sourire. Non, Mais non. si, Jean-Charles. Mais on est aussi dans une société commerciale qui est assez provocatrice. Et par exemple, quand on voit toutes ces affiches Des pubs, avec les pubs, avec ces Pubs femmes sont assez qui sont scandaleuses, quand même, hein. qui Le sont salon nues. de l'automobile. Non mais voilà, Ah, c'est ça pour y est, vendre. je Non mais l'ai- attends, je l'attendais, non mais attends, pas le salon de l'automobile. Mais je si, trouve elle est que bien ça, non mais carrossée. Certains d'entre nous, enfin à cette table, apprécient non, beaucoup. non, le mais ce que salon je veux de dire par là, c'est que dès lors qu'on présente la femme comme un objet, parce que c'est un objet pour vendre du parfum, pour vendre du café, pour vendre du chocolat, pour vendre une automobile bien carrossée, voilà. Interdisons Non, l'exemple c'est pas ça. aussi, on les voit en maillot de bain. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que là, du coup, on présente la femme comme étant un objet. Il fut Et un à temps, partir c'était du moment- contesté, l'élection Bah, bien Miss France. sûr, hein. oui. Non, mais à Et, partir du moment où elle est présentée comme un objet très sexué, on peut se dire aussi, ben tiens, après tout, c'est un objet. Donc ça fait partie aussi d'une démarche de notre société commerciale où il faudrait peut-être se poser certaines Donc qu'est-ce questions que vous sur la proposez façon. alors, concrètement? Non, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'une femme soit nue allongée sur un lit pour vendre du Christian Dior ou du donc Lanvin ou autre? on supprime les bombes atomiques des publicités. Et Mais on pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit nue? Jean-Charles, expliquez-moi. non, Pourquoi Pour vendre elles sont, un véhicule elles- terrestre Souvent. à moteur. elles sont pas vraiment nues. Non, ça vous parlez d'une époque Non, je parle de- vrai il y que a notre des ami pubs, connaît, parce que C'est c'est vrai que longtemps. c'est- Elles sont en Non, slip. mais du café ou du c'est vrai café, que il y a ça- quelque chose de très Pourquoi C'est vrai que faut-il quand même. pourquoi faut-il une femme en slip pour vendre un véhicule terrestre à moteur? Dites-le moi. Mais Et depuis puis, quand- mais- ensuite fait la vaisselle. Je probablement. vous mets au défi de me montrer une publicité pour une voiture avec une femme en slip qui est moins de 20 ans. Non, mais allez-y. La prochaine fois, on se Non, retrouve, mais vous là, montrez je la, suis d'accord. vous montrez la Écoutez, publicité. Non, mais moi, Ça je veux n'existe parler pas, de- ça n'existe de plus. Il y a parfum. Donc, il y a une Non, pub mais qui a. c'est juste pour dire qu'il faut quand même arrêter ça. Peut-être qu'on en reviendra à quelque chose de plus raisonnable. La femme sera moins présentée comme un objet. Ah bah, D'ailleurs, ça il y a va- des pubs qui sont ça va interdites. être- ça va être gay. parce qu'elles Écoutez, il y a une pub qui a 2-3 voilà, ans. bah pour voilà, une- bravo Jean-Charles. Une pub qui a 2-3 ans pour une voiture allemande qui disait, Balance en ton parlant porc. de l'homme, Pardon. une pub pour une voiture allemande qui est pas vieille, qui a 2-3 ans, qui disait, qui montrait un homme qui disait, il a la force, il a la puissance, il aura la femme. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Mais ça, c'est quand la, même, légèreté, c'est la légèreté allemande. Il y avait, alors, je ne sais pas si on a le temps de l'aborder là, mais parce qu'il y avait aussi, alors c'est vrai qu'aux États-Unis, vous le savez, un enseignant, par exemple, ne peut pas fermer la porte quand il interroge une étudiante. Hein. aussi, hein. Oui, en France aussi. Ah bah, avec en école primaire, dans le soutien scolaire, on ne peut pas faire de soutien Mais- scolaire mais il y a s'il une- n'y a pas 2 personnes dans la salle. Mais il y a une méfiance, incroyable. plus accrue Ah bah non, bah dans là, le c'est- rapport homme-femme aux États-Unis. Et il y avait une philosophe qui expliquait ça de manière assez intelligente en disant qu'au fond, la société américaine est fondée sur le contrat. Et pour passer un contrat, il faut que les deux volontés soient égales. Or, la séduction annihile une des deux volontés. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à une société un peu contractuelle, nous aussi, plus que légaliste? Voilà, c'est une question que je vous soumets, puis vous... On va réfléchir. et On a puis, combien d'heures là pour traiter la question? Votre philosophe allemand favori. Ah, Sloterdijk. Voilà. Que dit-il là-dessus? Il dit pas grand-chose là-dessus. En revanche, le conseil de papier d'Habermas dans l'Obs, sur l'Europe, Oui. hein, vous l'avez lu, je suppose. papier de magnifique, Jürgen. magnifique papier. Notre ami Toujours Jürgen. Habermas. Ouais, Jürgen. Et c'est un très bon philosophe allemand aussi. Eh ben, puisqu'on parle de l'Europe, on va parler peut-être des surligneurs. C'est le mouvement que vous avez créé, que vous avez lancé. Enfin, quand je dis mouvement, c'est une association d'universitaires qui regardent un peu ce qui se passe, ce que disent les hommes politiques et qui les reprennent quand ils disent des bêtises. Alors, on peut parler de 2 ou 3 faits récents. Par exemple, il y avait une députée qui voulait mettre un drapeau blanc
Oui, à l'Assemblée nationale. Vous savez, dans tout le débat qu'il y avait de Mélenchon qui voulait Oui, supprimer le drapeau de l'Union européenne à l'Assemblée nationale, il y Sous avait prétexte qu'il député. était religieux. Hein. Voilà, sous prétexte, alors que pas du tout, Pas du tout, aucun rapport. Enfin, il y a un petit rapport, mais qui n'est pas pertinent pour le drapeau européen. Mais du coup, il y a une députée, effectivement, Marie-France Laureau, qui avait saisi l'occasion pour elle-même, alors elle est députée de la Ligue du Sud, Oui, et la pour Ligue du Sud proposer... étant une dissidence du Front National. Voilà, en gros, hein. exactement. Et pour C'est mon proposer part, je crois. de placer à l'Assemblée nationale le drapeau blanc, voilà, alors de la monarchie. Et donc, elle a déposé un amendement, une proposition d'amendement pour ce faire. Bon, il y a un amendement qui n'est pas passé, mais nous, ce qu'on avait dit, c'est que, en fait, placer le drapeau blanc à l'Assemblée nationale, ça heurte la Constitution déjà et nos principes républicains. Et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, déjà, l'article 1er de notre Constitution nous dit qu'on est une république laïque. Le drapeau blanc, c'est un drapeau de la monarchie et de droit divin. Donc, ça n'est ni républicain, ni laïque. Et en plus de ça, il y a un principe constitutionnel qui veut que, dans notre pays, les édifices publics ne puissent pas manifester de préférences politiques ou religieuses. Et c'est aussi la loi, par exemple, de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Et très clairement, le drapeau blanc, c'est le drapeau de la monarchie de droit divin. Et donc, forcément, ça n'est pas compatible avec notre droit. La République. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est... Oui. Pardon, deuxième exemple, donc vous avez traité récemment, mais c'est intéressant parce que ça montre que ça va dans tous les sens. Hein. Vous n'êtes pas forcément contre un camp. Hein. Là, c'est un peu contre Emmanuel Macron. En tout cas, une promesse qui n'a pas été tout à fait tenue, c'est l'interdiction d'être des conseils pour les députés. Tout à fait. Alors ça, c'était une fois que Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'il a nommé son gouvernement, il a tout de suite lancé le chantier de la moralisation de la vie politique et il avait dit, c'était d'ailleurs dans son programme présidentiel, qu'il voulait interdire toute activité de conseil aux parlementaires. Nous, on avait écrit à l'époque que ça ne serait pas possible. On ne peut pas interdire complètement une activité de conseil aux parlementaires parce que le Conseil constitutionnel protège la liberté d'entreprendre et que d'ailleurs, en 2013, sur une proposition de Manuel Valls à peu près identique, il avait déjà dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé au final ? Eh bien, la loi sur la moralisation de la vie politique a été adoptée et il n'a pas pu tenir sa promesse, tout simplement parce que ça n'était pas conforme à la Constitution. Et qu'est-ce qui s'est passé au final ? On a une loi qui interdit à un parlementaire d'avoir une activité de conseil si jamais cette activité a commencé moins d'un an avant son mandat. Voilà. Donc une promesse qui n'a pas été promesse tenue, qui avait été faite. Et ça, on l'avait dit. Alors, on va parler de Laurent Wauquiez dans un instant parce qu'il y a quelque chose sur les travailleurs détachés sur lesquels il a faux, enfin, il y a des choses. Juste un mot, là vous lancez une opération de crowdfunding, hein, comme on dit, c'est-à-dire d'appel au financement participatif, ben voilà, qui marche plutôt bien parce qu'on n'est pas obligé de donner des sommes insensées. Hein, on peut donner en euros, voilà, on peut donner 10 000 euros aussi si on veut. Non, insensé, c'est très relatif, ça dépend pour qui. non, mais, ça dépend voilà, de non, mais à partir d'1 euro, enfin voilà, même 5 euros, 10 euros, c'est bien, enfin, ça vous aide. Évidemment, vous avez besoin de financement pour faire les recherches, pour regarder ce qui se dit et pour étudier, évidemment. Exactement. Les choses, hein. Alors, il y a un site. Il y a un site, lessurligneurs.eu. Et ça, c'est notre site internet sur lequel on peut accéder à notre campagne de financement participatif. Et en allant sur ce site, déjà, ceux qui le découvriront verront ce que c'est et ce qu'on fait. Et en quoi, en fait, c'est vraiment un engagement pour l'état de droit, pour la démocratie et pour vérifier en permanence que ce que disent nos chers politiques. Et lorsque c'est pas conforme au droit. Alors, c'est un site qui a très bien marché pendant la campagne. On a débuté en janvier. C'est-à-dire que là, il y a une collection aussi de propos. Intéressant pour vous. Et TV78 nous suit depuis le départ d'ailleurs, hein, nous soutient depuis le début, et c'est un grand plaisir pour nous. Et ça a très bien marché pendant la campagne. Là maintenant, on veut poursuivre l'aventure, mais pour continuer, on a besoin de moyens parce que il y a du monde qui travaille sur ce site. On travaille tous bénévolement. Il faut payer les modifications du site, il faut payer les recherches, etc. Il y a tout un tas de choses qu'il nous faut pouvoir financer. Et puis on a des grands projets aussi. Je ne vais pas tout dévoiler ici, mais on a des projets assez ambitieux de développement, et ça, pour ça, évidemment, ça demande, comme pour les universités, des moyens. Un peu d'argent.
Un mot sur... Alors, ce que je disais, juste ça, vous avez épinglé une députée de droite, vous avez épinglé Emmanuel Macron, oui. Oui, ce que je peux dire sur les dons, c'est que justement grâce au soutien de la fondation de l'UVSQ, tous les dons sont défiscalisés, ce qui signifie que vous pouvez donner 3 fois plus en fait que ce que vous voulez donner au départ. D'accord. Si vous vouliez donner 1 euro, vous pouvez donner 3 euros parce qu'au final vous aurez 2 euros remboursés sur votre impôt sur le revenu. Et si vous payez l'ISF, c'est même les 3/4. Ah. Oui, ça fait partie. Peut-être non, ça fait pas partie d'un investissement, non. Non, pas un investissement. Un mot sur Laurent Wauquiez. Alors, vous l'avez épinglé sur une déclaration sur les travailleurs, sur la réforme des travailleurs détachés. Oui, exactement. Alors, Laurent Wauquiez, ce qui est curieux, c'est que là, il s'exprimait sur les travailleurs détachés et la directive qui vient réviser, renforcer ce régime-là. Et ce qui est curieux, c'est que Laurent Wauquiez a quand même été ministre chargé des Affaires européennes. Oui. Donc, il est censé connaître un peu le fonctionnement des directives et comment fonctionne l'Union européenne. A priori, pas vraiment, ou alors c'est de mauvaise foi, parce qu'il confond en fait l'entrée en vigueur de la directive et le délai de transposition. C'est un peu complexe, mais pour faire clair, la directive sur les travailleurs détachés, la nouvelle, avec le nouveau régime, devrait être mise en place d'ici 1 an. Et là, la France pourra l'adopter si elle le veut, mais c'est vrai qu'elle aura jusqu'à 2022 pour le faire. Oui. Et Laurent Wauquiez avait dit on instaure un nouveau régime, on renforce le système des travailleurs détachés en prévoyant un délai de transposition de 2022. Ça ne sera pas fait avant 2022. Oui, alors ça dépend d'où, à partir d'où on fait commencer le délai, mais voilà. Disons que c'était une trahison. Laurent Wauquiez, vous avez vu ce qu'il dit d'Emmanuel Macron. Il dit une chose qui est assez intéressante, tu l'as dit. Il dit ni droite ni gauche, c'est très bien, mais au fond, ce sont les hauts fonctionnaires qui gouvernent dans ce cas-là. C'est pas complètement inexact, mais au-delà du propos, ce qui est surtout... On a juste une minute encore. Ce qui est surtout intéressant, c'est que quelqu'un se décide à s'opposer à Macron. Moi, j'aime beaucoup le président Macron, mais je trouve ça indispensable qu'il y ait au moins un opposant digne, Mélenchon, non. Un opposant digne de ce nom. Non, mais pas... Oui, mais voilà. Mélenchon, c'est dur. Non, puis Mélenchon, c'est pas crédible. Enfin, ça n'a pas de sens. Ah mais l'opposition ne peut être que de droite, alors. Oui, mais il faut une opposition, intelligente. Faut pas quelqu'un qui veut faire descendre tout le monde dans la rue. Faut un démocrate. Enfin, je veux dire, c'est ça l'intérêt. Donc, une opposition de droite qui se revendique de droite, pourquoi pas. Et il y aura peut-être un jour quelqu'un qui va ressurgir à la tête du PS et qui pourra aussi s'opposer de l'autre côté. C'est tout ce que je souhaite. Donc, c'est d'accord. Mais quand il dit que Emmanuel Macron n'a qu'une vision comptable de la France, moi, en tout cas, peut-être, mais ça me paraissait indispensable parce que depuis des lustres, on a des hommes politiques qui dépensent sans compter et qui voilà. Donc, là, vous êtes contre. Et que donc voilà. Là, je trouve ça très bien que pour une fois, il y ait un président qui compte un peu et qui dise maintenant, on arrête de jouer, la récré est finie. C'est parfait. Eh ben c'est sur ces mots qu'on va... Sur ces mots. À moins que vous vouliez rajouter un mot encore, non ? Non, mais je dis toute mon amitié, voire tout mon amour à Jean-Charles. C'est pas, il y a Laurent Wauquiez aussi. Non. qui est un universitaire. Non, qui a été ministre des universités, mais qui n'a pas beaucoup fréquenté les... Oui, l'école normale supérieure. Un normalien. Oui, normalien. C'est pas mal. C'est le secondaire. L'esprit de caste, c'est terrible. Merci beaucoup Florence Percadet, Stéphane Monson, Vincent Couronne et Jean-Charles Lajonie. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.